Voilà. Quand la politique saisit les droits, Daniel Mwananteba, Rodrigue Ramazane. Bienvenue, monsieur Daniel. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, monsieur Rodrigue, bienvenue à vous. Merci beaucoup Jean-David pour l'invitation. Voilà, il y a un procès en cours, le procès Vital Kamere. Monsieur Daniel Mwananteba, vous vous sentez abandonné par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était un partenaire. Mais on sent comme si les divorces est en train d'être consommés. Non, pas spécialement. Ouais. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire. S'il s'agissait d'un couple, je dirais que la femme se bat avec la femme du voisin. Pourquoi y mettre le mari? Jusqu'à preuve du contraire. Non, abandonner, non. Mais on s'est dit, nous sommes victimes de notre propre volonté. C'est-à-dire Laquelle volonté qui était de mettre en place un état de droit. Et dans un état de droit, quoique je ne sois pas convaincu que nous y soyons déjà, les aléas font qu'on peut parfois être confronté à la justice. Le problème ne réside pas dans le fait d'être confronté à la justice. Le problème réside dans la manière dont la justice va gérer cette confrontation. Raison pour laquelle je vous dis, on est en train de criailler, piailler un peu trop vite, état de droit, alors que nous n'y sommes pas du tout. Nous sommes dans un processus qui est en train de nous conduire vers un état de droit. Le chef de l'État a donné l'orientation. Et il s'agit pour tout le monde comment je peux dire, de s'impliquer pour que nous puissions arriver à la bonne destination. Tout ce que nous demandons, c'est que le procès soit équitable. Monsieur Rodrigue, vous ne voyez pas que l'alternance est en train de bouffer ses enfants? On a vu Vital Kamere qui était là, mais il est arrêté au niveau des Makala. Plus de 3 fois qu'il a demandé sa mise en liberté provisoire, ça ne lui a pas été accordé. Et on est en train de voir que le mariage FCC, en fait, le mariage d'abord cash au sein de la coalition, ça ne colle pas. Laissez-moi vous dire, Jean-David, le mariage FCC cash, ils ont tout intérêt que ce mariage puisse aboutir. D'ailleurs, ils sont déjà en plein couple, ils sont bel et bien mariés. Et ils ont célébré dans cette nuit des noces que tous on a suivi à la RTNC. Ils ont dit que c'était pour l'intérêt de la République. Là n'est pas le problème, parce qu'après, je crois que l'heure viendra au bilan. En 2023, nous allons évaluer, non pas la politique conduite par Cash, non pas aussi la politique conduite par le FCC, mais nous allons évaluer la politique de la coalition, de la majorité présidentielle qui du reste est dirigée par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Maintenant, passons rapidement, parce qu'on parle ici de ce fameux procès, laissez-moi le qualifier ainsi, ce fameux procès de 100 jours. De 100 jours. Oui, c'est le procès de 100 jours. Il faut que l'opinion le retienne ainsi. Il s'agit là du procès de 100 jours. Le programme du chef de l'État, conçu par lui et exécuté par la présidence de la République. Ce procès pouvait être évité. On pouvait bien éviter ce procès en respectant les règles établies. N'est-ce pas? Vous savez, le premier problème de ce procès, c'est le programme de 100 jours. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être, c'est la cause, n'est-ce pas, du procès, parce que le procès en soi n'est qu'une conséquence. Pourquoi? Parce que de la conception du programme de 100 jours, de sa conception, il y a eu des problèmes. Je crois que mon parti en vol, à un moment, on a levé notre voix, mais malheureusement, à chaque fois que nous levons la voix pour dire... Et aujourd'hui, on vient d'attendre que Délice Sangha dit que c'est le projet de 100 jours ne respecte pas la Constitution, il est anticonstitutionnel. Écoutez, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a dit, on l'a toujours dit, mais malheureusement, sous l'ivresse du pouvoir, on n'a toujours pas tendance à écouter. Et lorsque la réalité nous attrape tous, on Délice Sangha le dit parce qu'il n'a pas été servi favorablement. On devient victime de l'état de droit que l'on veut instaurer. Mais non, le problème aujourd'hui est que les règles n'ont pas été respectées. Vous imaginez que le programme de 100 jours a été dirigé à la présidence de la République et non par le gouvernement. Le président de la République, en soi, ne peut pas être ordonnateur du gouvernement, ordonnateur des finances publiques de l'État. Le problème a commencé par là, dans la conception, dans la conduite de ces programmes et à la fin de compte, voilà, dans l'exécution. Je vous reviens. Monsieur Daniel Mwananteba, il y a déjà
de voix qui s'élèvent pour dire que c'est un procès purement politique. Il n'y a rien de droit là-bas. Non, mais déjà, je suis effaré. Je ne suis pas juriste moi-même, mais je suis effaré. Mon ami et frère reconnaît, après que vous l'ayez dit, à demi-mot en fait, en surenchérissant dessus même, que le programme des 100 jours lui-même est une irrégularité. Irrégularité que vous avez soutenue, que vous continuez toujours à soutenir. Oui, mais moi, je préfère revenir dans le procès. Oui. Ça revient à dire que le procès des 100 jours, c'est un procès contre une irrégularité. Ou comment? Parce que si le procès, c'était vraiment le procès de 100 jours, eh bien, ce procès condamnerait l'irrégularité des 100 jours. Mais qui a commis cette irrégularité de 100 jours? Le programme de 100 jours, c'était le programme de qui? Du chef de l'État. Ça veut dire qu'on est en train de faire le procès du chef de l'État. Je préfère ne pas aller jusque-là. Ça, c'est ma petite compréhension. Mais je vais vous dire une chose, Jean-David, très cher frère. Je n'ai pas envie, de manière hypocrite, comme on a l'habitude de le voir, de m'étaler dans des termes techniques, juridiques. Non, non. Le fond du procès, c'est ce qui nous intéresse. Et vous y arrivez. Vous dites qu'on parle d'un procès politique. Déjà, moi, je ne considère pas qu'il faille dénommer ce procès le procès des 100 jours. Parce qu'à la base, il y a un programme des 100 jours. Illégal ou pas, inique ou pas, anticonstitutionnel ou pas, c'est un programme qui a été mis en place, franchement, dans un seul but, c'est celui qui était d'améliorer le vécu quotidien des Congolais. C'est vrai qu'on peut attaquer le chef de l'État sur ce point, parce que je vois que certaines voix s'élèvent. Mais au Parti socialiste que j'ai dont j'ai l'honneur de diriger la destinée, nous avons pour slogan « Sanus Populi Suprum Alex ». Le bien-être du peuple est la loi suprême. Le programme des 100 jours, était-il axé sur l'amélioration du bien-être du peuple? La réponse est oui. Donc pour moi, c'est la loi suprême. Donc je ne veux pas aller dans ce genre de disposition. Mais je dis, procès politique, je ne veux pas y croire. Et je ne veux pas le déclarer de peur d'affaiblir aussi cette justice en laquelle nous sommes obligés de croire. Mais je dois relever qu'il y a des faits. Il y a des faits assez étonnants. On parle de procès des 100 jours aujourd'hui, oui, mais n'oublions pas qu'à la base, les premières accusations contre Vital Kamerhe n'étaient pas axées sur les 100 jours. Ces premières accusations étaient axées sur les 15 millions. 15 millions, oui. Les 15 millions, à ce que je sache, ne Mais font pas partie. on n'en parlait plus. Nous y viendrons, nous en reparlons. Les 15 millions ne font pas partie du programme des 100 jours. Il y a eu requalification au niveau du parquet avant qu'on envoie le dossier au tribunal. C'est une réalité. Mais de quoi accusait-on Vital Kamerhe au début? Nous avons vu des armées numériques se mettre en place, nous avons vu des parlements debout, nous avons vu des partis politiques envoyer leurs aboyeurs s'attaquer à Vital Kamerhe. Premièrement, pour le détournement de 15 millions. Deuxièmement, la clameur publique dont les juges se prévalent de s'être saisis. La clameur publique a parlé d'un détournement de 370 millions de dollars du programme des 100 jours. Dans le mental d'énormément de Congolais, quand vous dites Vital Kamerhe, Moïbi, Vital Kamerhe a Ibaki 15 millions, Vital Kamerhe a Ibaki 370 millions, Vital Kamerhe a Ibaki 10 millions à Bakissi, Vital Kamerhe a Ibaki 90 millions à Boé, Vital Kamerhe a Ibaki 20 millions à Boé, 30. Et c'était devenu la Lali. J'ai vu des loups hurler à la mise à mort du cerf. Mais la vraie question que je me pose, l'honneur d'un homme a été jeté au pourceau. Aujourd'hui, les accusations premières pour lesquelles Vital Kamerhe était traîné dans la boue ont disparu. Des éléments d'accusation qui se retrouvent au tribunal. 15 millions, on n'en parle plus. 370 millions, on n'en parle plus. 10 millions de traits de plus, on n'en parle plus, c'est 5 millions maintenant. Mais le vrai problème, c'est lequel, Jean-David, et je vais chuter par là pour ne pas monopoliser la parole. Les juristes, ou ceux qui se prétendent ainsi, parce qu'en RDC, tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu journaliste. Faites attention, vous risquez même de perdre votre travail au détriment du gardien d'en bas. Tout le monde est devenu pasteur depuis l'affaire Mokuna. Tout le monde est devenu tout et personne ne Tout le monde est devenu médecin. Et tout le monde est devenu médecin, tout le monde est devenu virologue. C'est devenu réellement la foire. Mais
les pseudo-juristes vous diront, oui, mais le parquet a le droit, et c'est un fait, de requalifier les infractions avant de transmettre le dossier au tribunal. Certains vous diront, mais c'est justement ça. Le but même de l'instruction, c'est pour asseoir les preuves. Et quand le parquet se rend compte que dans un dossier ou un autre, il n'y a pas assez de preuves, il peut tout simplement l'écarter. Mais le vrai problème, c'est que lorsque vous l'accusez d'avoir volé 15 millions, 370 millions, 20 millions, 10 millions et consorts, et qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que les preuves ne suffisent pas, vous écartez le motif premier pour lequel vous l'avez convoqué, pour requalifier les faits avec d'autres instructions. Voilà. Mais entre-temps, l'honneur de cet homme, personne ne prend la peine d'expliquer que l'homme qui a été traîné dans la boue pour telle cause, aujourd'hui nous avons le devoir et la probité, parce qu'il s'agit de la probité morale. On va y revenir, on y revient. Il n'avait pas commis ce pourquoi on l'avait traîné dans la boue. Voilà, on y revient. Monsieur Rodrigue, le président d'Envol vient de faire une sortie médiatique, qualifier que le programme du 100 jours, c'est un programme anticonstitutionnel. Je reviens à cette question. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il n'a pas été servi comme il se doit? Parce que lui a soutenu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était là dans son fief électoral, mais après, il n'a pas été servi. Et puis, on a vu comment ça a tenu de tels discours. Non, je crois qu'à un moment donné, vous êtes de la presse, vous êtes journaliste, et je fais confiance à votre professionnalisme. Certaines questions nous font vraiment perdre dans l'essentiel. L'on voilà suffisamment communiqué sur cette question. Mais parce que vous me posez la question, je répondrai en 2 minutes. Je crois que avant, en quelques secondes même, avant même la mise en place du gouvernement, là, voilà fait sa déclaration d'appartenance, étant que parti politique siégeant dans l'institution Assemblée nationale, comme parti de l'opposition. Après, on a fait des déclarations politiques avant même ça, que nous n'attendions rien de ce gouvernement et nous ne voulons rien. Je crois que sur cette question, revenir là-dessus, excusez-moi Jean-David, avec beaucoup de respect que je vous dois, nous perdons vraiment le temps pour aller dans l'essentiel. Allons vite à l'essentiel et dire ce qu'il faut. Le vrai problème aujourd'hui, c'est cette façon d'encourager la violation de nos textes de loi. L'on estime qu'à un moment donné, parce que l'on est un parti politique, ou soit parce qu'on est détenteur d'un pouvoir, d'une parcelle de pouvoir, que l'on peut décider de soi-même, parce qu'on est président de la République, de piétiner toutes les réglementations en matière de finances publiques dans notre pays. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'insiste, il s'agit ici du procès de 100 jours. Le 100 jours de chef de l'État a été un fiasco. Un fiasco pourquoi? Dans la conception, ces projets ne donnaient pas à suffisance ce qui doit se retrouver déjà lorsqu'on fait la politique, le plan de politique publique dans un État. Le plan de politique publique dans un État est assorti directement de règles d'engagement financier, de responsabilité de personnes qui vont y intervenir, mais aussi de la procédure de comment est-ce que la comptabilité sera tenue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi de finances. N'est-ce pas? La loi de finances établit clairement comment est-ce que le finance public doit être géré dans notre République. Mais malheureusement pour le 100 jours, Félix Tshisekedi ainsi que toute la présidence de la République, ils ont décidé d'abolir pratiquement toutes les lois et la réglementation en matière de finances en République démocratique du Congo, surpasser le pouvoir du Premier ministre en allant jusqu'à dire que, je le suivi le jour du procès, que le gouvernement qui était en place n'était pas celui du Parlement qui venait d'être installé. C'est comme si le gouvernement, pendant ces temps-là, n'existait plus. Et il n'existait plus que la présidence. La réalité est quoi? On a entendu parler dans ce pays de COP, de rétrocommission. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité que l'on ne veut pas présenter. Parce qu'il ne s'explique pas comment pour parler de la présidence de la République, il s'agit simplement d'une administration qui aide le président de la République dans l'exécution de ce charge publique. Le président de la République, laissez-moi préciser ainsi, le président de la République devenir ordonnateur de finances publiques de l'État. C'est ça la vraie question, c'est ça le problème de 100 jours. L'interpellation du DURCAP du cabinet du chef de l'État, c'est vrai, l'infraction restant individuelle. Mais il faut à un moment donné que l'on puisse dégager sérieusement des responsabilités. Si là, vous voyez qui, là, quand vous dites dégager des responsabilités? Mais écoutez, je suis clair dans mes propos. Vous voyez qui? Mais pardon, si vous voyez le chef de l'État? J'en arrive. Il doit répondre, J'en arrive. Oui. Si le directeur du cabinet du chef de l'État doit engager, encore que
il jouit de la présomption de l'innocence ainsi que du droit de la défense, il faut le lui reconnaître. S'il doit engager sa responsabilité pénale, il faut aussi vérifier de ce point de vue-là, est-ce que le chef de l'État, à un moment donné, il n'est pas le coauteur ou complice de la commission de cette infraction? Parce que moi, je me pose une question aujourd'hui. Si le chef de l'État, il peut prétendre ne pas connaître ce qui s'est passé derrière lui, il y a deux choses. Soit il sait ce qui s'est passé, il s'est tué, ou soit il ne savait pas ce qui s'est passé, donc il se pose un problème dans sa capacité de gérer d'abord son équipe. D'où, nous, la population congolaise et le peuple qui nous suit, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets de sa manière de gérer l'État. S'il n'arrive pas à gérer d'abord son cabinet, savoir exactement ce qui se passe, c'est ça le vrai problème. Monsieur Daniel Monanteba, vous ne voyez pas que cette histoire risque d'ouvrir une boîte à Pandore? L'alternance tant recherchée, vous risquez de la perdre. Mais si je dois aller dans votre sens, Oui. en disant qu'il faut que nous fassions attention à la boîte à Pandore, certains vous diront que ce n'est pas une boîte de Pandore, c'est une boîte de sardines, c'est une boîte de fer blanc. Mais les propos de M. Rodrigue équivalent déjà à une ouverture de la boîte de Pandore. Et je dois vous avouer que lorsque vous parlez du procès des 100 jours, je voyais la chose sous un angle, comme je l'ai dit, plus juridique. Mais le simple fait qu'il étaye le fait qu'il épingle des irrégularités, non pas dans la gestion du programme, mais déjà dans sa mise en place, Oui. allant jusqu'à s'imaginer que des poursuites pénales pourraient être lancées contre le chef de l'État. Je considère, moi, que ça fait partie déjà de l'ouverture de cette boîte de Pandore. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je ne vous contredis pas. Vous tenez un discours qui est celui je ne dirais pas de vos intérêts, mais de votre vision. Je ne peux pas vous contredire par rapport à cela. Mais je crois qu'au point où nous en sommes, il serait très dangereux et imprudent que dans ma position, je me lance déjà dans ce débat-là, dans la mesure où c'est un débat pour lequel je n'ai pas la maîtrise de tous les paramètres. Je préfère donc parler, de revenir dans le débat dont je maîtrise à la perfection tous les paramètres. Et ce débat, c'est celui qui consiste à vous avoir entendu dire et poser la question de savoir s'il ne s'agissait pas d'un procès politique. Je ne veux pas, et je le répète, je ne veux pas en arriver à imaginer que c'est un procès politique, mais je me dois de relever quelques faits qui m'intriguent. Les juges se sont saisis du dossier. Au départ, on nous avait dit que c'était sur base de la clameur publique. Mais nous avons appris qu'il y aurait, je parle au conditionnel, qu'il y aurait effectivement des plaignants. Mais ces plaignants, jusque-là, on ne les a toujours pas présentés. Et s'il s'agit de la clameur publique, jusqu'à un certain moment, si cette justice que nous voulons indépendante ou que nous voulons mettre sur les rails de son indépendance se devait de commencer à embrasser un peu tout ce qu'ils entendent dans la rue ou dans les réseaux sociaux pour justifier la clameur publique, ça deviendrait inquiétant. Pourquoi dis-je cela? On parle de clameur publique par rapport à Les 15 millions. aux 15 millions, 15 millions. 370 millions et tout. Et ensuite, on requalifie les faits toujours sur base de la clameur publique pour parler maintenant de 48 millions au lieu de 57. Parce que la base des montants décaissés, c'est 57 millions. Je ne comprends pas, moi, pourquoi les juges ont occulté les 9 millions qui devaient composer les 57 millions. Ça, il faudra quand même que les juges nous expliquent. Mais sur les 48 millions, entre-temps, il y a quand même eu 20 millions pour lesquels Jamal est accusé à titre personnel de blanchiment d'argent. C'est-à-dire, il a pris 20 millions qu'il a transférés au Liban. Ça veut dire que ces 20 millions n'ont pas été détournés par Vital Kamerhe. Il y a encore eu 11 millions et puis 12 millions qui ont été envoyés en Turquie pour l'achat des équipements. Et ça, la justice le reconnaît jusque-là, à ce que je sache. Mais ça veut dire que ces 22, 23 millions, il faudrait aussi les ôter des 48 millions. Donc 48 millions moins 20 millions, ça fait 28 millions, moins 23 millions. Ça fait 5 millions. Mais pourquoi, au bout du compte, Kamerhe reste accusé de détournement de 48 millions? Là, ça m'intrigue un peu. Les juges, j'espère qu'ils éclaireront notre lanterne. Dernier point, et vous m'excusez, je ne monopolise pas la parole. Le dernier point qui m'intrigue par-dessus tout, j'ai l'impression qu'il y a
un peu de légèreté. Légèreté. Vous avez appris que Vital Kamerhe avait été invité au parquet. Le lundi, il n'est pas venu parce que l'invitation avait été mal rédigée. Tout le monde l'a reconnu. Même ceux qui le profondent l'ont reconnu. Nous avons demandé qu'une nouvelle invitation soit lancée. Ça a été le cas. Le mercredi, il s'est pointé. Avant même que l'invitation ne soit lancée, nous avions appris de certains groupes dans les réseaux sociaux que Vital Kamerhe recevra son invitation. La semaine prochaine. Et la semaine d'après, il a reçu l'invitation. Bon, il attendait. On se demande, finalement, la clameur publique va jusqu'à à influencer les décisions des magistrats. Chose encore plus grave. On parle de la clameur publique, c'est un fait. Mais vous pouvez imaginer tous ces montants qui lui ont été imputés jusqu'à présent que l'instruction est en train d'être menée, n'ont eu aucune contradiction de la part des mêmes juges. Moi, je me pose parfois la question. Je ne veux pas imaginer un seul instant de ma justice, la justice de mon pays, qu'elle puisse être influencée par l'aspect politique. Voilà, mais il y a des choses, des questions qu'on se pose. Il y a des Quelque chose m'a échappé, j'espère que je pourrai y revenir tout à l'heure. Voilà, mon frère, pour terminer, vous êtes là, le 100 jours, un mot pour terminer. Pour terminer, je crois que le pouvoir passé, encore qu'ils sont en coalition, le pouvoir passé, nous, le parti en vol, dirigé par l'honorable Sesanga, nous l'avions accusé de gâchis, de gabéchis, et je crois que nous sommes encore loin de trouver la solution à ce problème, et l'alternance dont on espérait n'a toujours pas amené cet espoir. Mais néanmoins, le parti en vol, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, nous continuerons notre combat de la réduction du train de vie de l'État, et aujourd'hui nous prenons un État modeste mais efficace pour résoudre certains problèmes de notre société du point de vue de la gestion financière. Et pour chuter et pour conclure, si l'on n'arrive pas à dégager la responsabilité du président de la République du point de vue de droit, il est quand même important aujourd'hui, il faut le dire à nos compatriotes qui nous regardent, de dégager sa responsabilité politique. Merci. Parce que le programme Merci. de 100 jours, c'est le programme de Félix Antoine Tshisekedi, conçu par lui, Merci conduit beaucoup. par lui, exécuté par lui. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani, cadre d'envol et aussi porte-parole adjoint de ce parti politique. Daniel Monanteba, cadre de l'UNC. Non, non, non. Je ne suis pas cadre de l'UNC. Vous n'êtes pas cadre de l'UNC? Je suis premier secrétaire national, donc président du Parti Socialiste, mon parti. Ah bon? Et parti allié Voilà. à l'INC parti. et à l'UDPS, bien sûr, dans le cadre du cash que nous formons tous une Merci grande famille. beaucoup pour ces correctifs. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, à Kinshasa, il sera 19h. Respectez tous les gestes et barrières. Que ce procès de Vital Kamerhe ne nous fasse pas oublier qu'il y a un ennemi commun. Celui-là, c'est le coronavirus que nous devons certainement combattre. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.